Hello everyone and welcome in this new video. Okay, now I think that I will decide to make all my video in English. Non, je ne suis pas encore prête. Très prochainement, c'est ce que je vais faire, mais je ne suis pas encore prête. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais donner conseil sur la modélisation mathématique parce que oui, je reçois de plus en plus des questions sur la chaîne YouTube, à savoir comment est-ce que j'ai tel sujet ou j'ai tel autre sujet et j'aimerais savoir comment je vais aborder mon sujet de modélisation. Alors, je pense que la dernière personne m'a dit qu'il faisait la modélisation de l'hépatite B et il aimerait savoir comment il va faire. Je disais déjà la dernière fois, si vous voulez par exemple déjà que même votre directeur de thèse ou même votre directeur de master vous prend au sérieux, il faut d'ailleurs éviter d'aller par exemple sur Internet poster entièrement votre sujet de master en disant voilà, j'ai tel sujet, j'aimerais que tu m'aides. Parce que vous le savez, je ne peux pas vraiment répondre à la question, je ne peux pas dire bon voilà, j'ai une solution pour vous et la solution c'est ça. C'est impossible de répondre à cette question. Car cela n'est tienne, je sais qu'il y a des bases en modélisation, il y a des bases déjà dans la recherche de façon générale. Je prépare d'ailleurs une vidéo. Et oui, je sais, la prochaine vidéo normalement qui devait sortir sur la chaîne YouTube, c'est sur Abdon Atangana, le grand mathématicien camerounais dont tout le monde en parle maintenant. Je suis en train de préparer la vidéo et c'est la vidéo qui va sortir très prochainement. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller regarder déjà son profil Wikipédia et que vous allez voir tout ce qui concerne son parcours actuellement. Donc, sa vidéo, je suis en train de préparer et j'essaye en fait d'améliorer le format de la présentation de la bibliographie des personnes sur la chaîne YouTube. Donc, je reviens au sujet. Lorsque vous postez ou lorsque vous postez en commentaire, disons, j'ai tel sujet, j'aimerais bien que tu m'aides. Il faut bien savoir que dans la recherche, il y a un cadre à suivre. Donc, lorsque vous avez une problématique, parce qu'il faut savoir que la rédaction de votre mémoire ou de votre thèse, ça suit une problématique. Donc, quand vous avez une problématique, vous avez des objectifs à atteindre, alors il faut suivre ces objectifs-là. Et je vais reprendre un peu le sujet et essayer de vous expliquer comment est-ce que vous pouvez situer. Parce que parfois, quelqu'un a un sujet, il va te dire, oui, mon travail, c'est de faire la modélisation de l'hépatite B. Mais lorsqu'on va poser la question à savoir c'est quoi la problématique, qu'est-ce que tu cherches à résoudre, qu'est-ce que tu cherches, tu veux répondre à quelle question, on va s'en rendre compte que l'étudiant, ou du moins la personne, n'a pas du tout de réponse à cette question. Donc, je vous invite à vous poser la question ultime dès le départ, c'est quoi la problématique? Et après, maintenant, fixer les objectifs ou du moins the big goal of your research. Donc, vous voulez faire quoi? Et c'est quoi le grand objectif de ce que vous voulez réaliser dans ce travail-là? Donc, quand vous allez fixer ça, vous allez par la suite détailler les objectifs, c'est-à-dire si vous voulez étendre votre mémoire sur tel ou sur tel nombre de parties. Mais toujours est-il qu'il faut bien orienter. Donc, si vous savez déjà la problématique que vous voulez résoudre, à partir de là, vous allez structurer votre travail. Donc, je reprends un peu sur l'exemple de ma thèse, que j'ai une vidéo d'ailleurs sur la chaîne YouTube, et que si vous voulez bien voir la structure, ou vous voulez lire, par exemple, mon rapport de doctorat, pardon, de thèse, vous pouvez vraiment aller regarder. J'ai publié dans mon compte ResearchGate, donc vous pouvez aller regarder ça et voir comment ça structure. Alors déjà, si c'est le cas d'un mémoire, je vous invite à regarder mon mémoire de Master 2. Et oui, mon mémoire de Master 2 était rédigé en anglais. D'ailleurs, j'avais aussi présenté un mémoire que j'avais fait en Master 1, que si vous voulez également voir ce mémoire-là, je pense que je peux mettre à votre disposition, peut-être pour voir un peu comment ça structure. Mais celui-là, je ne l'avais pas vraiment terminé. Donc, dans ce qu'il faut voir à l'intérieur, c'est que lorsqu'on veut rédiger ou lorsqu'on a un sujet, il faut faire une sorte de revue de la littérature. Donc, quand vous avez votre problématique, vous allez faire votre revue de la littérature en orientant, bien évidemment, vers là où vous cherchez à répondre à une question, et donc vous allez orienter votre travail sur ce que vous cherchez à faire, bien sûr, ou ce que vous cherchez à répondre. Et je tiens toujours à rester sur le sujet parce que dire que je travaille sur la modélisation de l'hépatite B, ça ne veut pas dire grand-chose. Il faut bien dire ce qu'on cherche à faire. Donc, si vous allez voir, par exemple, le sujet de ma thèse était modélisation mathématique des phytopathogènes des plantes pérennes. Donc, dans mon cas particulier, j'avais appliqué dans le cas du caféier. Ça, c'est le cas de ma thèse. Donc, j'avais appliqué pour le cas du caféier. Et donc, l'objectif était vraiment de comprendre la propagation du champignon en utilisant les modèles des équations aux dérivées partielles, les modèles
aux équations dérivées ordinaires et des modèles hybrides. Et alors, il faut expliquer pourquoi je passe d'un modèle à l'autre ou pourquoi je choisis d'utiliser tel modèle ou l'autre pour répondre à une question. Et donc, au final, ma thèse était structurée en quatre, on va dire, quatre chapitres, mais principalement trois pour ces objectifs-là. Et dans la problématique de chaque chapitre, ou du moins, pardon, dans l'objectif de chaque chapitre, j'expliquais justement en détail pourquoi le modèle était plus adapté pour répondre à la question. Mais qu'il faut garder en tête, donc je cherchais modéliser ou comprendre la propagation du champignon et par la suite proposer une méthode de contrôle pour réduire la propagation du champignon. This means that you understand the propagation of fungus and then you need to make the model with the modèle de, comment dire, de biocontrol model. Donc, tu as besoin par la suite maintenant de rajouter le contrôle dans le modèle que tu as mis en place pour essayer d'expliquer la propagation et de comprendre ou d'expliquer comment est-ce qu'on va réduire la propagation avec le type de contrôle que tu as mis en place. Et dans mon cas particulier, j'avais fait le contrôle biologique. Et ce contrôle biologique ou biological control, ça utilisé en fait un champignon qui attaque le champignon que je travaillais dessus. Oui, je suis d'accord que lorsqu'on parle de modèle aujourd'hui, ça veut dire beaucoup trop de choses. Et alors qu'il faut respecter dans un cadre, ou il faut rester dans le cadre dont on est en train de parler. Here, I'm talking about the compartmental model. Voilà, vous savez, ce type de modèles qui sont directement associés au modèle épidémiologique. Et ce type de modèle, ce sont les modèles SEIR, but in my case, you need to couple the model with the dynamic of the fungus. Et donc, pour mon cas, vu que j'avais le champignon et la dynamique des spores, je faisais la propagation de la maladie sur les plantes qui utilisent SEIR model. Et de l'autre côté, couple with the dynamics of spore or of the fungus qui utilise une simple dynamique. Donc, il y a une sorte de proie prédateur, si vous voulez, dans ce cadre-là. Et then, si on rajoute maintenant la dynamique du prédateur qui va venir attaquer le champignon, ça fait une troisième, on va dire troisième espèce. Donc, c'est comme si on fait une sorte de couplage ou de découplage à la fin dans ce cas de modèle-là. Donc, voilà pour ma part, il faut structurer, avoir votre problématique et répartir vos objectifs. Et par la suite, maintenant, essayer de rédiger ou du moins déstructurer ou de lire les articles en orientant directement vers ce que vous allez mettre en place. Et donc, pour ma part, s'il fallait justement expliquer ce que j'apprenais à chaque moment, quand j'allais utiliser les modèles E2O, je commençais E2O, Ordinary Differential Equation, je commençais par lire ou en écrivant sur Internet directement modélisation mathématique de la dynamique du champignon en utilisant les modèles des équations aux dérivées partielles. On n'invente rien, vous le savez, mais la question c'est lorsque vous allez faire votre recherche, qu'est-ce que vous apportez de plus? C'est ça qui est vraiment important. Et donc, quand vous allez voir plusieurs types de modèles qui existent, vous allez lire ces modèles-là, comprendre ce que ces personnes ont fait et maintenant vous inspirer de ces modèles et faire des choses dans le cas de votre étude s'il n'y a pas déjà de modèle ou améliorer un modèle qui existe déjà. In the second case, dans le cas où je considère les modèles des équations dérivées partielles, pourquoi je vais passer à ce modèle-là? In the first case, where you consider the dynamic using ordinary differential equation, on n'a pas considéré, par exemple, la diffusion des spores. Et donc, dans ce second cas, si on met la diffusion, on passe des équations ordinaires aux équations dérivées partielles. That is why in my thesis I need to explain or I need to use this kind of model. Si on va plus loin, pourquoi je passe au modèle hybride? Just because. On étudie les plantes pérennes et pour le cas du café en particulier que j'utilisais, plantes pérennes, ça veut dire en fait qu'il y a alternation, non, ça se dit pas. Bon, on alterne les saisons. Donc, par exemple, au Cameroun, on a la saison de pluie et la saison sèche. You know, during this season, the dynamics of the plant is really different. Donc, la plante évolue un peu lentement pendant la saison sèche et un peu plus rapidement pendant la saison pluvieuse. Et aussi, en particulier, pendant la saison pluvieuse, et c'est à cette période-là qu'il y a vraiment la croissance jusqu'à la récolte du café. Et donc, dans ce modèle-là, on va vraiment différencier la dynamique pendant la saison sèche
et pendant la saison pluvieuse pour être capable de mieux capturer l'évolution du champignon et d'expliquer que, ok, pendant la saison sèche, est-ce que la dynamique du champignon ça réduit ou ainsi de suite, et maintenant mettre en avant la récolte, ce que la récolte impacte sur la dynamique du champignon. Donc voilà un peu ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et vous savez, je sais que vous posez des questions, je vais répondre très très prochainement. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser en commentaire sur ce qui concerne la recherche, la modélisation mathématique. Et aussi, il y a beaucoup de choses que je vais partager très très prochainement avec vous parce que je suis en train d'apprendre plein de nouvelles choses. Et étant donné que je commence mon postdoc très très prochainement, donc je vais vous partager un peu entièrement ce qu'il y a et où est-ce que ça se trouve. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt.